Simone Weil, déracinement ouvrier. Il est une condition sociale entièrement et perpétuellement suspendue à l'argent. C'est le salariat. Surtout depuis que le salaire aux pièces oblige chaque ouvrier à avoir l'attention toujours fixée sur le compte des sous. C'est dans cette condition sociale que la maladie du déracinement est la plus aiguë. Bernanos a écrit que nos ouvriers ne sont quand même pas des immigrés comme ceux de M. Ford. La principale difficulté sociale de notre époque vient du fait qu'en un sens, ils le sont. Quoique demeurés sur place géographiquement, ils ont été moralement déracinés, exilés et admis de nouveau, comme par tolérance, à titre de chair à travail. Le chômage est, bien entendu, un déracinement à la deuxième puissance. Ils ne sont chez eux ni dans les usines, ni dans leurs logements, ni dans les partis et syndicats soi-disant faits pour eux, ni dans les lieux de plaisir, ni dans la culture intellectuelle s'ils essayent de l'assimiler. Car le second facteur de déracinement est l'instruction telle qu'elle est conçue aujourd'hui. La Renaissance a partout provoqué une coupure entre les gens cultivés et la masse. Mais en séparant la culture de la tradition nationale, elle l'a plongée du moins dans la tradition grecque. Depuis, les liens avec les traditions nationales n'ont pas été renoués, mais la Grèce a été oubliée. Il en est résulté une culture qui s'est développée dans un milieu très restreint, séparé du monde, dans une atmosphère confinée, une culture considérablement orientée vers la technique et influencée par elle, très teintée de pragmatisme, extrêmement fragmentée par la spécialisation, tout à fait dénuée à la fois de contact avec cette universi et d'ouverture vers l'autre monde. De nos jours, un homme peut appartenir au milieu dit cultivé, d'une part sans avoir aucune conception concernant la destinée humaine, d'autre part sans savoir, par exemple, que toutes les constellations ne sont pas visibles en toute saison. On croit couramment qu'un petit paysan d'aujourd'hui, élève de l'école primaire, en sait plus que Pythagore parce qu'il répète docilement que la Terre tourne autour du Soleil. Mais en fait, il ne regarde plus les étoiles. Ce Soleil dont on lui parle en classe n'a pour lui aucun rapport avec celui qu'il voit. On l'arrache à l'univers qui l'entoure, comme on arrache les petits Polynésiens à leur passé en les forçant à répéter « Nos ancêtres les Gaulois avaient les cheveux blonds ». Ce qu'on appelle aujourd'hui instruire les masses, c'est prendre cette culture moderne, élaborée dans un milieu tellement fermé, tellement taré, tellement indifférent à la vérité, en noter tout ce qu'elle peut encore contenir d'or pur, opération qu'on nomme vulgarisation, et enfourner le résidu tel quel dans la mémoire des malheureux qui désirent apprendre, comme on donne la béquée à des oiseaux. D'ailleurs, le désir d'apprendre pour apprendre, le désir de vérité est devenu très rare. Le prestige de la culture est devenu presque exclusivement social, aussi bien chez le paysan qui rêve d'avoir un fils instituteur, ou l'instituteur qui rêve d'avoir un fils normalien, que chez les gens du monde qui flagornent les savants et les écrivains réputés. Les examens exercent sur la jeunesse des écoles le même pouvoir d'obsession que les sous sur les ouvriers qui travaillent aux pièces. Un système social est profondément malade quand un paysan travaille la terre avec la pensée que, s'il est paysan, c'est parce qu'il n'était pas assez intelligent pour devenir instituteur. Le mélange d'idées confuses est plus ou moins fausse, connu sous le nom de marxisme, mélange auquel depuis Marx il n'y a guère eu que des intellectuels bourgeois médiocres qui aient eu part. Et aussi pour les ouvriers un apport complètement étranger, inassimilable, et d'ailleurs en soi dénué de valeur nutritive, car on l'a vidé de presque toute la vérité contenue dans les écrits de Marx. On y ajoute parfois une vulgarisation scientifique de qualité encore inférieure. Le tout ne peut que porter le déracinement des ouvriers à son comble. Le déracinement est de loin la plus dangereuse maladie des sociétés humaines, car il se multiplie lui-même. Des êtres vraiment déracinés n'ont guère que deux comportements possibles. Ou ils tombent dans une inertie de l'âme presque équivalente à la mort, comme la plupart des esclaves au temps de l'Empire romain, ou ils se jettent dans une activité tendant toujours à déraciner, souvent par les méthodes les plus violentes, ceux qui ne le sont pas encore ou ne le sont qu'en partie. Les Romains étaient une poignée de fugitifs qui se sont agglomérés artificiellement en une cité, et ils ont privé les populations méditerranéennes de leur vie propre, de leur patrie, de leur tradition, de leur passé, à un degré tel que la postérité les a pris, sous leurs propres paroles, pour les fondateurs de la civilisation sur ces territoires. Les Hébreux étaient des esclaves évadés, et ils ont exterminé ou réduit en servitude toutes les populations de Palestine. Les Allemands, au moment où Hitler s'est emparé d'eux, étaient vraiment, comme ils le répétaient sans cesse, une nation de prolétaires, c'est-à-dire de déracinés.
l'humiliation de 1918, l'inflation, l'industrialisation en outrance, et surtout l'extrême gravité de la crise de chômage avaient porté chez eux la maladie morale au degré d'acuité qui entraîne l'irresponsabilité. Les Espagnols et les Anglais, qui à partir du XVIe siècle ont massacré ou asservi des populations de couleur, étaient des aventuriers presque sans contact avec la vie profonde de leur pays. Il en est de même pour une partie de l'Empire français, qui d'ailleurs a été constitué dans une période où la tradition française avait une vitalité affaiblie. Qui est déraciné, déracine. Qui est enraciné, ne déracine pas. Sous le même nom de révolution, et souvent sous des mots d'ordre et des thèmes de propagande identiques, sont dissimulées deux conceptions absolument opposées. L'une consiste à transformer la société de manière que les ouvriers puissent y avoir des racines, l'autre consiste à étendre à toute la société la maladie du déracinement qui a été infligée aux ouvriers. Il ne faut pas dire ou penser que la seconde opération puisse jamais être un prélude de la première. Cela est faux. Ce sont deux directions opposées qui ne se rejoignent pas. La seconde conception est aujourd'hui beaucoup plus fréquente que la première, à la fois parmi les militants et dans la masse des ouvriers. Il va de soi qu'elle tend à l'emporter de plus en plus, à mesure que le déracinement se prolonge et augmente ses ravages. Il est facile de comprendre que, d'un jour à l'autre, le mal peut devenir irréparable. Du côté des conservateurs, il y a une équivoque analogue. Un petit nombre désire réellement le réenracinement des ouvriers, simplement leur désir s'accompagne d'images dont la plupart, au lieu d'être relatives à l'avenir, sont empruntées à un passé d'ailleurs en partie fictif. Les autres désirent purement et simplement maintenir ou aggraver la condition de matière humaine à laquelle le prolétariat est réduit. Ainsi ceux qui désirent réellement le bien, déjà peu nombreux, s'affaiblissent encore en se répartissant entre deux camps hostiles avec lesquels ils n'ont rien de commun. L'effondrement subit de la France, qui a surpris tout le monde partout, a simplement montré à quel point le pays était déraciné. Un arbre dont les racines sont presque entièrement rongées tombe au premier choc. Si la France a présenté un spectacle plus pénible qu'aucun autre pays d'Europe, c'est que la civilisation moderne avec ses poisons y était installée plus avant qu'ailleurs, à l'exception de l'Allemagne. Mais en Allemagne, le déracinement avait pris la forme agressive, et en France il a pris celui de la léthargie et de la stupeur. La différence tient à des causes plus ou moins cachées, mais dont on pourrait trouver quelques-unes, sans doute, si l'on cherchait. Inversement, le pays qui, devant la première vague de terreur allemande, s'est de loin le mieux tenu, est celui où la tradition est la plus vivante et la mieux préservée, c'est-à-dire l'Angleterre. En France, le déracinement de la condition prolétarienne avait réduit une grande partie des ouvriers à un état de stupeur inerte, et jeté une autre partie dans une attitude de guerre à l'égard de la société. Le même argent, qui avait brutalement coupé les racines dans les milieux ouvriers, les avait rongés dans les milieux bourgeois, car la richesse est cosmopolite. Le faible attachement au pays qui pouvait y demeurer intact était de bien loin dépassé, surtout depuis 1936, par la peur et la haine à l'égard des ouvriers. Les paysans étaient, eux aussi, presque déracinés depuis la guerre de 1914, démoralisés par le rôle de chair à canon qu'ils y avaient joué, par l'argent qui prenait dans leur vie une part toujours croissante, et par des contacts beaucoup trop fréquents avec la corruption des villes. Quant à l'intelligence, elle était presque éteinte. Cette maladie générale du pays a pris la forme d'une espèce de sommeil qui seul a empêché la guerre civile. La France a haï la guerre qui menaçait de l'empêcher de dormir. À moitié assommée par le coup terrible de mai et juin 1940, elle s'est jetée dans les bras de Pétain pour pouvoir continuer à dormir dans un semblant de sécurité. Depuis lors, l'oppression ennemie a transformé ce sommeil en un cauchemar, tellement douloureux qu'elle s'agite et attend anxieusement les secours extérieurs qui l'éveilleront. Sous l'effet de la guerre, la maladie du déracinement a pris dans toute l'Europe une acuité telle qu'on peut légitimement en être épouvanté. La seule indication qui donne quelque espoir, c'est que la souffrance a rendu un certain degré de vie à des souvenirs naguère presque morts, comme en France ceux de 1789. Quant aux pays d'Orient, où depuis quelques siècles, mais surtout depuis 50 ans, les Blancs ont porté la maladie du déracinement dont ils souffrent, le Japon montre suffisamment quelle acuité prend chez eux la forme active de la maladie. L'Indochine est un exemple de la forme passive. L'Inde, où existe encore une tradition vivante, est assez contaminée pour que ceux-mêmes qui parlent publiquement au nom de cette tradition rêvent d'établir sur leur territoire une nation du type occidental ou moderne. La Chine est très mystérieuse. La Russie, qui est toujours mi-européenne, mi-orientale,
l'est bien autant. Car on ne peut savoir si l'énergie qui la couvre de gloire procède, comme pour les Allemands, d'un déracinement du genre actif, ce que l'histoire des 20 dernières années porterait d'abord à croire, ou s'il s'agit surtout de la vie profonde du peuple issu du fond des âges, et demeuré souterrainement presque intact. Quant au continent américain, comme son peuplement depuis plusieurs siècles est fondé avant tout sur l'immigration, l'influence dominante qu'il va probablement exercer aggrave beaucoup le péril. Dans cette situation presque désespérée, on ne peut trouver ici-bas de secours que dans les îlots de passé demeurés vivants sur la surface de la terre. Ce n'est pas qu'il faille approuver le tapage fait par Mussolini autour de l'Empire romain, et essayer d'utiliser de la même manière Louis XIV. Les conquêtes ne sont pas la vie, elles sont de la mort au moment même où elles se produisent. Ce sont les gouttes du passé vivant qui sont à préserver jalousement, partout, à Paris ou à Tahiti, indistinctement, car il n'y en a pas trop sur le globe entier. Il serait vain de se détourner du passé pour ne penser qu'à l'avenir. C'est une illusion dangereuse de croire qu'il y ait même là une possibilité. L'opposition entre l'avenir et le passé est absurde. L'avenir ne nous apporte rien, ne nous donne rien. C'est nous qui, pour le construire, devons tout lui donner notre vie elle-même. Mais pour donner, il faut posséder. Et nous ne possédons d'autre vie, d'autre sève, que les trésors hérités du passé, et digérés, assimilés, recréés par nous. De tous les besoins de l'âme humaine, il n'y en a pas de plus vital que le passé. L'amour du passé n'a rien à voir avec une orientation politique réactionnaire. Comme toutes les activités humaines, la Révolution puise toute sa sève dans une tradition. Marx l'a bien senti, qu'il a tenu à faire remonter cette tradition aux âges les plus lointains, en faisant de la lutte des classes l'unique principe d'explication historique. Au début de ce siècle encore, peu de choses en Europe étaient plus près du Moyen Âge que le syndicalisme français, unique reflet chez nous de l'esprit des corporations. Les faibles restes de ce syndicalisme sont au nombre des étincelles sur lesquelles il est le plus urgent de souffler. Depuis plusieurs siècles, les hommes de race blanche ont détruit du passé partout, stupidement, aveuglément, chez eux et hors de chez eux. Si, à certains égards, il y a eu néanmoins progrès véritable au cours de cette période, ce n'est pas à cause de cette rage, mais malgré elle, sous l'impulsion du peu de passé demeuré vivant. Le passé détruit ne revient jamais plus. La destruction du passé est peut-être le plus grand crime. Aujourd'hui, la conservation du peu qui reste devrait devenir presque une idée fixe. Il faut arrêter le déracinement terrible que produisent toujours les méthodes coloniales des Européens, même sous leurs formes les moins cruelles. Il faut s'abstenir, après la victoire, de punir l'ennemi vaincu en le déracinant encore davantage. Dès lors qu'il n'est ni possible ni désirable de l'exterminer, aggraver sa folie serait être plus fou que lui. Il faut aussi avoir en vue avant tout, dans toute innovation politique, juridique ou technique, susceptible de répercussions sociales, un arrangement permettant aux êtres humains de reprendre des racines. Cela ne signifie pas les confiner. Jamais, au contraire, l'aération n'a été plus indispensable. L'enracinement et la multiplication des contacts sont complémentaires. Par exemple, si, partout où la technique le permet, et au prix d'un léger effort dans cette direction elle le permettrait largement, les ouvriers étaient dispersés et propriétaires chacun d'une maison, d'un coin de terre et d'une machine, et si en revanche on ressuscitait pour les jeunes le Tour de France d'autrefois, au besoin à l'échelle internationale, si les ouvriers avaient fréquemment l'occasion de faire des stages à l'atelier de montage où les pièces qu'ils fabriquent se combinent avec toutes les autres, ou d'aller aider à former des apprentis, avec en plus une protection efficace des salaires, le malheur de la condition prolétarienne disparaîtrait. On ne détruira pas la condition prolétarienne avec des mesures juridiques, qu'il s'agisse de la nationalisation des industries clés, ou de la suppression de la propriété privée, ou des pouvoirs accordés aux syndicats pour la conclusion de conventions collectives, ou de délégués d'usines, ou du contrôle de l'embauche. Toutes les mesures qu'on propose, qu'elles aient l'étiquette révolutionnaire ou réformiste, sont purement juridiques, et ce n'est pas sur le plan juridique que se situe le malheur des ouvriers et le remède à ce malheur. Marx l'aurait parfaitement compris s'il avait eu de la probité à l'égard de sa propre pensée, car c'est une évidence qui éclate dans les meilleures pages du Capital. On ne peut pas chercher dans les revendications des ouvriers le remède à leur malheur. Plongés dans le malheur corps et âme, y compris l'imagination, comment imagineraient-ils quelque chose qui n'en porte pas la marque? S'ils font un violent effort pour s'en dégager, ils tombent dans des rêveries apocalyptiques ou cherchent une compensation dans un impérialisme ouvrier qui n'est pas plus à encourager que l'impérialisme national. Ce qu'on peut chercher dans leurs revendications, c'est le signe de leur souffrance. Or les revendications expriment toutes ou presque
la souffrance du déracinement. S'ils veulent le contrôle de l'embauche et la nationalisation, c'est qu'ils sont obsédés par la peur du déracinement total, du chômage. S'ils veulent abolir la propriété privée, c'est qu'ils en ont assez d'être admis sur le lieu du travail comme des immigrés qu'on laisse entrer par grâce. C'est aussi là le ressort psychologique des occupations d'usines en juin 1936. Pendant quelques jours, ils ont éprouvé une joie pure, sans mélange, à être chez eux, dans ces mêmes lieux. Une joie d'enfant qui ne veut pas penser au lendemain. Personne ne pouvait raisonnablement croire que le lendemain serait bon. Le mouvement ouvrier français issu de la Révolution a été essentiellement un cri, moins de révolte que de protestation, devant la dureté impitoyable du sort à l'égard de tous les opprimés. Relativement à ce que l'on peut attendre d'un mouvement collectif, il y avait en celui-là beaucoup de pureté. Il a pris fin en 1914. Depuis, il n'en est resté que des échos. Les poisons de la société environnante ont corrompu même le sens du malheur. Il faut tenter d'en retrouver la tradition, mais on ne saurait souhaiter le ressusciter. Si belle que puisse être l'intonation d'un cri de douleur, on ne peut souhaiter l'entendre encore. Il est plus humain de souhaiter guérir la douleur. La liste concrète des douleurs des ouvriers fournit celle des choses à modifier. Il faut supprimer d'abord le choc que subit le petit gars qui a 12 ou 13 ans, sort de l'école et entre à l'usine. Certains ouvriers seraient tout à fait heureux si ce choc n'avait laissé une blessure toujours douloureuse. Mais ils ne savent pas eux-mêmes que leur souffrance vient du passé. L'enfant à l'école, bon ou mauvais élève, était un être dont l'existence était reconnue, qu'on cherchait à développer, chez qui on faisait appel aux meilleurs sentiments. Du jour au lendemain, il devient un supplément à la machine, un peu moins qu'une chose, et on ne se soucie nullement qu'il obéisse sous l'impulsion des mobiles les plus bas, pourvu qu'il obéisse. La plupart des ouvriers ont subi au moins à ce moment de leur vie cette impression de ne plus exister, accompagnée d'une sorte de vertige intérieur que les intellectuels ou les bourgeois, même dans les plus grandes souffrances, ont très rarement l'occasion de connaître. Ce premier choc, reçu si tôt, imprime souvent une marque ineffaçable. Il peut rendre l'amour du travail définitivement impossible. Il faut changer le régime de l'attention au cours des heures de travail. La nature des stimulants qui poussent à vaincre la paresse ou l'épuisement, stimulants qui aujourd'hui ne sont que la peur et les sous, la nature de l'obéissance, la quantité trop faible d'initiative, d'habileté et de réflexion demandée aux ouvriers, l'impossibilité où ils sont de prendre part par la pensée et le sentiment à l'ensemble du travail de l'entreprise, l'ignorance parfois complète de la valeur, de l'utilité sociale, de la destination des choses qu'ils fabriquent, la séparation complète de la vie du travail et de la vie familiale, on pourrait allonger la liste. Le désir de réforme mis à part, 3 espèces de facteurs jouent dans le régime de la production: technique, économique, militaire. Aujourd'hui, l'importance des facteurs militaires dans la production correspond à celle de la production dans la conduite de la guerre. Autrement dit, elle est très considérable. Du point de vue militaire, l'entassement de milliers d'ouvriers dans d'immenses bagnes industriels où les ouvriers vraiment qualifiés sont en tout petit nombre est une double absurdité. Les conditions militaires actuelles exigent, d'une part que la production industrielle soit dispersée, d'autre part que le plus grand nombre des ouvriers du temps de paix consiste en professionnels instruits, sous les ordres de qui on puisse mettre immédiatement, en cas de crise internationale ou de guerre, une multitude de femmes, de jeunes garçons, d'hommes d'âge mûr, pour augmenter immédiatement le volume de la production. Rien n'a contribué davantage à paralyser si longtemps la production de guerre anglaise que le manque d'ouvriers qualifiés. Mais comme on ne peut pas exécuter par des professionnels hautement qualifiés la fonction de manœuvre sur machine, il faut supprimer cette fonction, sauf pour le cas de guerre. Il est tellement rare que les nécessités militaires soient en accord et non en contradiction avec les meilleures aspirations humaines qu'il faut en profiter. Du point de vue technique, la facilité relative du transport de l'énergie sous forme d'électricité permet certainement un large degré de décentralisation. Quant aux machines, elles ne sont pas au point pour une transformation du régime de la production. Mais les indications qu'on retrouve dans les machines automatiques réglables actuellement en usage permettraient sans doute d'aboutir, au prix d'un effort, si l'on faisait un effort. D'une manière générale, une réforme d'importance sociale, infiniment plus grande que toutes les mesures rangées sous l'étiquette de socialisme, serait une transformation dans la conception même des recherches techniques. Jusqu'ici, on n'a jamais imaginé qu'un ingénieur occupé à des recherches techniques concernant de nouveaux types de machines puisse avoir autre chose en vue qu'un double objectif: d'une part, augmenter les bénéfices de l'entreprise,
qui lui a commandé ses recherches, d'autre part servir les intérêts des consommateurs. Car en pareil cas, quand on parle des intérêts de la production, il s'agit de produire plus ou moins cher, c'est-à-dire que ces intérêts sont en réalité ceux de la consommation. On emploie sans cesse ces deux mots l'un pour l'autre. Quant aux ouvriers qui donneront leur force à cette machine, personne n'y songe. Personne ne songe même qu'il soit possible d'y songer. Tout au plus prévoit-on de temps à autre de vagues appareils de sécurité, bien qu'en fait les doigts coupés et les escaliers d'usine quotidiennement mouillés de sang frais soient si fréquents. Mais cette faible marque d'attention est la seule. Non seulement on ne pense pas au bien-être moral des ouvriers, ce qui exigerait un trop grand effort d'imagination, mais on ne pense même pas à ne pas meurtrir leur chair. Autrement, on aurait peut-être trouvé autre chose pour les mines que cet affreux marteau-piqueur à air comprimé qui agite de secousses ininterrompues pendant 8 heures l'homme qui y est accroché. On ne pense pas non plus à se demander si la nouvelle machine, en augmentant l'immobilisation du capital et la rigidité de la production, ne va pas aggraver le danger général de chômage. À quoi sert-il aux ouvriers d'obtenir à force de lutte une augmentation des salaires et un adoucissement de la discipline, si pendant ce temps les ingénieurs de quelques bureaux d'études inventent, sans aucune mauvaise intention, des machines qui épuisent leur corps et leur âme ou aggravent les difficultés économiques? À quoi leur servirait la nationalisation partielle ou totale de l'économie si l'esprit de ces bureaux d'études n'a pas changé? Et jusqu'ici, autant qu'on sache, il n'a pas changé là où il y a eu une nationalisation. Même la propagande soviétique n'a jamais prétendu que la Russie ait trouvé un type radicalement nouveau de machine, digne d'être employé par un prolétariat dictateur. Pourtant, s'il y a une certitude qui apparaisse avec une force irrésistible dans les études de Marx, c'est qu'un changement dans le rapport des classes doit demeurer une pure illusion s'il n'est pas accompagné d'une transformation de la technique, transformation cristallisée dans des machines nouvelles. Du point de vue ouvrier, une machine a besoin de posséder 3 qualités. D'abord, elle doit pouvoir être maniée sans épuiser ni les muscles, ni les nerfs, ni aucun organe, et aussi sans couper ou déchirer la chair, sinon d'une manière très exceptionnelle. En second lieu, relativement au danger général du chômage, l'appareil de production dans son ensemble doit être aussi souple que possible, pour pouvoir suivre les variations de la demande. Par suite, une même machine doit être à usage multiple, très varié si possible, et même dans une certaine mesure indéterminé. C'est aussi une nécessité militaire, pour la plus grande aisance du passage de l'état de paix à l'état de guerre. Enfin, c'est un facteur favorable pour la joie au travail, car on peut ainsi éviter cette monotonie si redoutée des ouvriers pour l'ennui et le dégoût qu'elle engendre. En troisième lieu, elle doit normalement correspondre à un travail de professionnel qualifié. C'est là aussi une nécessité militaire, et de plus, c'est indispensable à la dignité, au bien-être moral des ouvriers. Une classe ouvrière formée presque entièrement de bons professionnels n'est pas un prolétariat. Un très grand développement de la machine automatique, réglable, à usage multiple, satisferait dans une large mesure à ces besoins. Les premières réalisations de ce domaine existent, et il est certain qu'il y ait dans cette direction de très grandes possibilités. De telles machines suppriment l'état de manœuvre sur machine. Dans une immense entreprise telle que Renault, peu d'ouvriers ont l'air heureux en travaillant. Parmi ces quelques privilégiés se trouvent ceux qui s'occupent des tours automatiques réglables par des cames. Mais l'essentiel est l'idée même de poser en termes techniques les problèmes concernant les répercussions des machines sur le bien-être moral des ouvriers. Une fois posés, les techniciens n'ont qu'à les résoudre. Ils en ont résolu bien d'autres. Il faut seulement qu'ils le veuillent. Pour cela, il faut que les lieux où on élabore des machines nouvelles ne soient plus plongés entièrement dans le réseau des intérêts capitalistes. Il est naturel que l'État ait prise sur eux par des subventions. Et pourquoi pas les organisations ouvrières par des primes, sans compter les autres moyens d'influence et de pression. Si les syndicats ouvriers pouvaient devenir vraiment vivants, il devrait y avoir des contacts perpétuels entre eux et les bureaux d'études, où s'ébauchent des techniques nouvelles. On pourrait préparer de tels contacts en établissant une atmosphère favorable aux ouvriers dans les écoles d'ingénieurs. Jusqu'ici les techniciens n'ont jamais eu autre chose en vue que les besoins de la fabrication. S'ils se mettaient à avoir toujours présent à l'esprit les besoins de ceux qui fabriquent, la technique entière de la production devrait être peu à peu transformée. Cela devrait devenir une matière d'enseignement dans les écoles d'ingénieurs et toutes les écoles techniques, mais d'un enseignement qui ait une réelle substance. Il n'y aurait peut-être que des avantages à mettre en train dès à présent des études sur cet ordre de problèmes. Le thème de ces études serait facile à définir. Un pape a dit, ouvrez les guillemets, la matière sort ennoblie de la fabrique, les travailleurs en sortent avilis, fermez les guillemets.
Marx a exprimé exactement la même pensée en termes encore plus vigoureux. Il s'agit que tous ceux qui cherchent à accomplir des progrès techniques aient continuellement fixé dans la pensée la certitude que parmi toutes les carences de toute nature qu'il est possible de remarquer dans l'état actuel de la fabrication, celle à laquelle il est de très loin le plus impérieusement urgent de remédier est celle-là, qu'il ne faut jamais rien faire qui l'aggrave, qu'il faut tout faire pour la diminuer. Cette pensée devrait désormais faire partie du sentiment de l'obligation professionnelle, du sentiment de l'honneur professionnel, chez quiconque a des responsabilités dans l'industrie. Ce serait une des tâches essentielles des syndicats ouvriers, s'ils étaient capables de s'en acquitter, que de faire pénétrer cette pensée dans la conscience universelle. Si la plus grande partie des ouvriers étaient des professionnels, hautement qualifiés ayant à faire preuve assez souvent d'ingéniosité et d'initiative, responsables de leur production et de leurs machines, la discipline actuelle du travail n'aurait plus aucune raison d'être. Certains ouvriers pourraient travailler chez eux, d'autres dans de petits ateliers qui pourraient souvent être organisés sur le mode coopératif. De nos jours, l'autorité s'exerce dans les petites usines d'une manière plus intolérable encore que dans les grandes. Mais c'est qu'elle copie les grandes. De tels ateliers ne seraient pas de petites usines, ce seraient des organismes industriels d'une espèce nouvelle. On pourrait souffler un esprit nouveau. Quoique petits, ils auraient entre eux des liens organiques assez forts pour qu'ils forment ensemble une grande entreprise. Il y a dans la grande entreprise, malgré toutes ses tares, une poésie d'une espèce particulière dont les ouvriers ont aujourd'hui le goût. Le paiement en pièces n'aurait plus d'inconvénient, une fois aboli l'encasernement des travailleurs. Il n'impliquerait plus l'obsession de la vitesse à tout prix. Il serait le mode normal de la rémunération pour un travail librement accompli. L'obéissance ne serait plus une soumission de chaque seconde. Un ouvrier ou un groupe d'ouvriers pourrait avoir un certain nombre de commandes à effectuer dans un délai donné et disposer d'un libre choix dans l'aménagement du travail. Ce serait autre chose que de savoir qu'on doit répéter indéfiniment le même geste, imposé par un ordre, jusqu'à la seconde précise où un nouveau commandement viendra imposer un nouveau geste pour une durée qu'on ignore. Il y a une certaine relation avec le temps qui convient aux choses inertes, et une autre qui convient aux créatures pensantes. On a tort de les confondre. Coopératifs ou non, ces petits ateliers ne seraient pas des casernes. Un ouvrier pourrait parfois montrer à sa femme le lieu où il travaille, sa machine, comme ils ont été si heureux de le faire en juin 1936, à la faveur de l'occupation. Les enfants viendraient après la classe y retrouver leur père et apprendre à travailler, à l'âge où le travail est de bien loin le plus passionnant des jeux. Plus tard, au moment d'entrer en apprentissage, ils seraient déjà presque en possession d'un métier, et pourraient, à leur choix, se perfectionner dans celui-là ou en acquérir un second. Le travail serait éclairé de poésie pour toute la vie par ces émerveillements enfantins, au lieu d'être pour toute la vie couleur de cauchemar à cause du choc des premières expériences. Si même au milieu de la démoralisation actuelle, les paysans ont bien moins besoin que les ouvriers d'être continuellement aiguillonnés par des stimulants, cela tient peut-être à cette différence. Un enfant peut être déjà malheureux au champ à 9 ou 10 ans, mais presque toujours, il y a eu un moment où le travail était pour lui un jeu merveilleux, réservé aux grandes personnes. Si les ouvriers devenaient pour la plupart à peu près heureux, plusieurs problèmes en apparence essentiels et angoissants seraient non pas résolus, mais abolis. Sans qu'ils aient été résolus, on oublierait qu'ils se sont jamais posés. Le malheur est un bouillon de culture pour faux problèmes. Il suscite des obsessions. Le moyen de les apaiser n'est pas de fournir ce qu'elles réclament, mais de faire disparaître le malheur. Si un homme a soif à cause d'une blessure au ventre, il ne faut pas le faire boire, mais guérir la blessure. Malheureusement, il n'y a guère que le destin des jeunes qui soit modifiable. Il faudra fournir un grand effort pour la formation de la jeunesse ouvrière, et d'abord pour l'apprentissage. L'État sera obligé d'en prendre la responsabilité, parce qu'aucun autre élément de la société n'en est capable. Rien ne montre mieux la carence essentielle de la classe capitaliste que la négligence des patrons à l'égard de l'apprentissage. Elle est de l'espèce qu'on nomme en Russie négligence criminelle. On ne saurait trop insister là-dessus, trop répandre dans le public cette vérité simple, facile à saisir, incontestable. Les patrons depuis 20 ou 30 ans ont oublié de songer à la formation de bons professionnels. Le manque d'ouvriers qualifiés a contribué autant que tout autre facteur à la perte du pays. Même en 1934 et 1935, au point le plus aigu de la crise du chômage, quand la production était au point mort, des usines de mécanique et d'aviation cherchaient de bons professionnels et n'en trouvaient pas. Les ouvriers se plaignaient que les essais étaient trop difficiles. Mais c'étaient eux qui n'avaient pas été formés de manière à pouvoir exécuter les essais. Comment, dans ces conditions, aurions-nous pu avoir un armement suffisant?
Mais d'ailleurs, même sans la guerre, le manque de professionnels, en s'aggravant avec les années, devait finir par rendre impossible la vie économique elle-même. Il faut faire savoir une fois pour toutes à tout le pays et aux intéressés eux-mêmes que les patrons se sont montrés en fait incapables de soutenir les responsabilités que le système capitaliste fait peser sur eux. Ils ont une fonction à remplir, mais non celle-là, parce que l'expérience fait voir que celle-là est trop lourde et trop vaste pour eux. Une fois cela bien entendu, on n'aura plus peur d'eux, et eux de leur côté cesseront de s'opposer aux réformes nécessaires. Ils resteront dans les limites modestes de leur fonction naturelle, c'est leur seule chance de salut. C'est parce qu'on a peur d'eux qu'on pense si souvent à se débarrasser d'eux. Ils accusaient d'imprévoyance un ouvrier qui prenait un apéritif, mais leur sagesse à eux n'allait pas jusqu'à prévoir que si l'on ne forme pas d'apprentis, au bout de 20 ans, on n'a plus d'ouvriers, du moins qui méritent ce nom. Apparemment, ils sont incapables de penser plus de 2 ou 3 ans à l'avance. Sans doute aussi, une secrète inclination leur faisait préférer avoir dans leur usine un bétail de malheureux, d'êtres déracinés et sans aucun titre à aucune considération. Ils ne savaient pas que si la soumission des esclaves est plus grande que celle des hommes libres, leur révolte est aussi bien plus terrible. Ils en ont fait l'expérience, mais sans la comprendre. La carence des syndicats ouvriers à l'égard du problème de l'apprentissage est tout aussi scandaleuse d'un autre point de vue. Eux n'avaient pas à se préoccuper de l'avenir de la production, mais ayant pour unique raison d'être la défense de la justice, ils auraient dû être touchés par la détresse morale des petits gars. En fait, la partie vraiment misérable de la population des usines, les adolescents, les femmes, les ouvriers immigrés, étrangers ou coloniaux, étaient abandonnés. La somme entière de leur douleur comptait beaucoup moins dans la vie syndicale que le problème d'une augmentation de salaire pour des catégories déjà largement payées. Rien ne montre mieux combien il est difficile qu'un mouvement collectif soit réellement orienté vers la justice, et que les malheureux soient réellement défendus. Ils ne peuvent pas se défendre eux-mêmes, parce que le malheur les en empêche, et on ne les défend pas de l'extérieur, parce que le penchant de la nature humaine est de ne pas faire attention aux malheureux. La JOC, seule, s'est occupée du malheur de l'adolescence ouvrière. L'existence d'une telle organisation est peut-être le seul signe certain que le christianisme n'est pas mort parmi nous. Comme les capitalistes ont trahi leur vocation en négligeant criminellement non seulement les intérêts du peuple, non seulement ceux de la nation, mais même le leur propre, de même les syndicats ouvriers ont trahi la leur en négligeant la protection des misérables dans les rangs ouvriers pour se tourner vers la défense des intérêts. Cela aussi est bon à faire connaître, en vue du jour où ils pourraient avoir la responsabilité et la tentation de commettre des abus de pouvoir. La mise au pas des syndicats transformés en organisation unique et obligatoire était l'aboutissement naturel, inévitable, de ce changement d'esprit. Au fond, l'action du gouvernement de Vichy à cet égard a été presque nulle. La CGT n'a pas été victime d'un viol de sa part. Il y a longtemps qu'elle n'était plus en état de l'être. L'État n'est pas particulièrement qualifié pour prendre la défense des malheureux. Il en est même à peu près incapable, s'il n'y est pas contraint par une nécessité de salut public urgente, évidente, et par une poussée de l'opinion. En ce qui concerne la formation de la jeunesse ouvrière, la nécessité de salut public est aussi urgente et évidente que possible. Quant à la poussée de l'opinion, il faut la susciter, et commencer dès maintenant, en se servant des embryons d'organisations syndicaux authentiques, de la JOC, des groupes d'études et des mouvements de jeunesse, même officiels. Les bolcheviks russes ont passionné leur peuple en lui proposant la construction d'une grande industrie. Ne pourrions-nous pas passionner le nôtre en lui proposant la construction d'une population ouvrière d'un type nouveau? Un tel objet serait en accord avec le génie de la France. La formation d'une jeunesse ouvrière doit dépasser la formation purement professionnelle. Elle doit, bien entendu, comporter une éducation, comme la formation de toute jeunesse. Et pour cela, il est désirable que l'apprentissage ne se fasse pas dans les écoles, où il se fait toujours mal, mais soit baigné tout de suite dans la production elle-même. Pourtant, on ne peut pas non plus le confier aux usines. Il y a là des efforts d'invention à faire. Il faudrait quelque chose qui combine les avantages de l'école professionnelle, ceux de l'apprentissage en usine, ceux du chantier de compagnons du type actuel, et beaucoup d'autres en plus. Mais la formation d'une jeunesse ouvrière, surtout dans un pays comme la France, implique aussi une instruction, une participation à une culture intellectuelle. Il faut qu'ils se sentent chez eux dans le monde de la pensée. Quelle participation et quelle culture? C'est un débat qui dure depuis longtemps. Dans certains milieux, autrefois, on parlait beaucoup de culture ouvrière. D'autres disaient qu'il n'y a pas de culture ouvrière ou non ouvrière, mais la culture tout court. Cette observation a eu pour effet, somme toute, de faire accorder aux ouvriers les plus intelligents et les plus avides
d'apprendre les traitements qu'on accorde aux lycéens à demi-idiots. Les choses ont pu parfois se passer un peu mieux, mais globalement c'est bien là le principe de la vulgarisation, tel qu'on la comprend à notre époque. Le mot est aussi affreux que la chose. Quand on aura quelque chose d'à peu près satisfaisant à désigner, il faudra trouver un autre mot. Certes, la vérité est une, mais l'erreur est multiple. Et dans toute culture, sauf le cas de perfection, qui pour l'homme n'est qu'un cas limite, il y a mélange de vérité et d'erreur. Si notre culture était proche de la perfection, elle serait située au-dessus des classes sociales. Mais comme elle est médiocre, elle est dans une large mesure une culture d'intellectuels bourgeois, et plus particulièrement, depuis quelque temps, une culture d'intellectuels fonctionnaires. Si l'on voulait pousser l'analyse dans ce sens, on trouverait qu'il y a dans certaines idées de Marx beaucoup plus de vérité qu'il n'apparaît d'abord. Mais ce ne sont pas les marxistes qui feront jamais une telle analyse, car il leur faudrait d'abord se regarder dans un miroir, et c'est là une opération trop pénible, pour laquelle les vertus spécifiquement chrétiennes fournissent seules un courage suffisant. Ce qui rend notre culture si difficile à communiquer au peuple, ce n'est pas qu'elle soit trop haute, c'est qu'elle est trop basse. On prend un singulier remède en l'abaissant encore davantage avant de lui débiter par morceaux. Il y a deux obstacles qui rendent difficile l'accès du peuple à la culture. L'un est le manque de temps et de force. Le peuple a peu de loisirs à consacrer à un effort intellectuel, et la fatigue met une limite à l'intensité de l'effort. Cet obstacle-là n'a aucune importance. Du moins, il n'en aurait aucune si l'on ne commettait pas l'erreur de lui en attribuer. La vérité illumine l'âme à proportion de sa pureté, et non pas d'aucune espèce de quantité. Ce n'est pas la quantité du métal qui importe, mais le degré de l'alliage. En ce domaine, un peu d'or pur vaut beaucoup d'or pur. Un peu de vérité pure vaut autant que beaucoup de vérité pure. De même, une statue grecque parfaite contient autant de beauté que deux statues grecques parfaites. Le péché de Niobé a consisté à ignorer que la quantité est sans rapport avec le bien, et elle en a été punie par la mort de ses enfants. Nous commettons le même péché tous les jours, et nous en sommes punis de la même manière. Si un ouvrier, en une année d'efforts avide et persévérant, apprend quelques théorèmes de géométrie, il lui sera entré dans l'âme autant de vérité qu'à un étudiant qui, pendant le même temps, aura mis la même ferveur à assimiler une partie de la mathématique supérieure. Il est vrai que cela n'est guère croyable, et ne serait peut-être pas facile à démontrer. Du moins ce devrait être un article de foi pour les chrétiens. S'ils se souvenaient que la vérité est au nombre des biens purs, que l'Évangile compare à du pain, et que qui demande du pain ne reçoit pas des pierres. Les obstacles matériels, manque de loisirs, fatigue, manque de talent naturel, maladie, douleurs physiques, gênent pour l'acquisition des éléments inférieurs ou moyens de la culture, non pour celle des biens les plus précieux qu'elle enferme. Le second obstacle à la culture ouvrière est qu'à la condition ouvrière, comme à tout autre, correspond une disposition particulière de la sensibilité. Par suite, il y a quelque chose d'étranger dans ce qui a été élaboré par d'autres et pour d'autres. Le remède à cela, c'est un effort de traduction, non pas de vulgarisation, mais de traduction, ce qui est bien différent. Non pas prendre les vérités, déjà bien trop pauvres, contenues dans la culture des intellectuels, pour les dégrader, les mutiler, les vider de leur saveur, mais simplement les exprimer, dans leur plénitude, au moyen d'un langage qui, selon le mot de Pascal, les rende sensibles au cœur, pour des gens dont la sensibilité se trouve modelée par la condition ouvrière. L'art de transposer les vérités est un des plus essentiels et des moins connus. Ce qui le rend difficile, c'est que, pour le pratiquer, il faut s'être placé au centre d'une vérité, l'avoir possédée dans sa nudité, derrière la forme particulière sous laquelle elle se trouve par hasard exposée. Au reste, la transposition est un critérium pour une vérité. Ce qui ne peut pas être transposé n'est pas une vérité. De même que ce qui ne change pas d'apparence selon nos points de vue n'est pas un objet solide, mais un trompe-l'œil. Dans la pensée aussi, il y a un espace à trois dimensions. La recherche des modes de transposition convenables pour transmettre la culture au peuple serait bien plus salutaire encore pour la culture que pour le peuple. Ce serait pour elle un stimulant infiniment précieux. Elle sortirait aussi de l'atmosphère irrespirablement confinée où elle est enfermée. Elle cesserait d'être une chose de spécialiste, car elle est actuellement une chose de spécialiste, du haut en bas, seulement dégradée à mesure qu'on va vers le bas. De même qu'on traite les ouvriers comme s'il s'agissait de lycéens un peu idiots, on traite les lycéens comme si c'étaient des étudiants considérablement fatigués, et les étudiants comme des professeurs qui auraient souffert d'amnésie et auraient besoin d'être rééduqués.
La culture est un instrument manié par des professeurs pour fabriquer des professeurs, qui à leur tour fabriqueront des professeurs. Parmi toutes les formes actuelles de la maladie du déracinement, le déracinement de la culture n'est pas le moins alarmant. La première conséquence de cette maladie est généralement, dans tous les domaines, que les relations étant coupées, chaque chose est regardée comme un but en soi. Le déracinement engendre l'idolâtrie. Pour prendre un seul exemple de la déformation de notre culture, le souci absolument légitime de conserver au raisonnement géométrique leur caractère de nécessité fait qu'on présente la géométrie aux lycéens comme une chose absolument sans relation avec le monde. Ils ne peuvent guère s'y intéresser que comme à un jeu, ou bien pour avoir de bonnes notes. Comment y verraient-ils de la vérité? La plupart ignoreront toujours que presque toutes nos actions, simples ou savamment combinées, sont des applications de notions géométriques, que l'univers où nous vivons est un tissu de relations géométriques, et que la nécessité géométrique est celle même à laquelle nous sommes soumis en fait, comme créatures enfermées dans l'espace et le temps. On présente la nécessité géométrique de telle manière qu'elle paraît arbitraire. Quoi de plus absurde qu'une nécessité arbitraire? Par définition, une nécessité s'impose. D'un autre côté, quand on veut vulgariser la géométrie et l'approcher de l'expérience, on omet les démonstrations. Il ne reste plus alors que quelques recettes tout à fait sans intérêt. La géométrie a perdu sa saveur, son essence. Son essence est d'être une étude qui a pour objet la nécessité, cette même nécessité qui, en fait, est souveraine ici-bas. L'une et l'autre de ces déformations serait facile à éviter. Il n'y a pas à choisir entre la démonstration et l'expérience. On démontre avec du bois ou du fer aussi facilement qu'avec de la craie. Il y aurait une manière simple d'introduire la nécessité géométrique dans une école professionnelle en associant l'étude et l'atelier. On dirait aux enfants, ouvrez les guillemets, voici un certain nombre de tâches à exécuter. Fabriquer des objets satisfaisant à telle, telle et telle condition. Les unes sont possibles, les autres impossibles. Exécutez celles qui sont possibles, et celles que vous n'exécutez pas, forcez-moi à admettre qu'elles sont impossibles. Fermez les guillemets. Par cette fente, toute la géométrie peut s'introduire dans le travail. L'exécution est une preuve empirique suffisante de la possibilité. Mais pour l'impossibilité, il n'y a pas de preuve empirique. Il y faut une démonstration. L'impossibilité est la forme concrète de la nécessité. Quant au reste de la science, tout ce qui apparaît à la science classique, et on ne peut pas intégrer dans la culture ouvrière Einstein et les quanta, procède principalement d'une méthode analogique, consistant à transposer dans la nature les relations qui dominent le travail humain. Par conséquent, cela appartient aux travailleurs, si on sait le leur présenter, bien plus naturellement qu'aux lycéens. À plus forte raison, en est-il ainsi de la partie de la culture rangée sous la rubrique de l'être, car l'objet en est toujours la condition humaine, et c'est le peuple qui a l'expérience la plus réelle, la plus directe de la condition humaine. Dans l'ensemble, sauf exception, les œuvres de deuxième ordre et au-dessous conviennent mieux à l'élite, et les œuvres de tout premier ordre conviennent mieux au peuple. Par exemple, quelle intensité de compréhension pourrait naître d'un contact entre le peuple et la poésie grecque, qui a pour objet presque unique le malheur? Seulement il faudrait savoir la traduire et la présenter. Par exemple, un ouvrier qui a l'angoisse du chômage enfoncée jusque dans la moelle des os comprendrait l'état de Philoctète quand on lui enlève son arc, et le désespoir avec lequel il regarde ses mains impuissantes. Il comprendrait aussi qu'Électre a faim, ce qu'un bourgeois, excepté dans la période présente, est absolument incapable de comprendre, y compris les éditeurs de l'édition Budé. Il y a un troisième obstacle à la culture ouvrière, c'est l'esclavage. La pensée est par essence libre et souveraine, quand elle s'exerce réellement. Être libre et souverain, en qualité d'être pensant, pendant 1 heure ou 2, et esclave le reste du jour, est un écartèlement tellement déchirant qu'il est presque impossible de ne pas renoncer, pour s'y soustraire, aux formes les plus hautes de la pensée. Si des réformes efficaces étaient accomplies, cet obstacle disparaîtrait peu à peu. Bien plus, le souvenir de l'esclavage récent et les restes d'esclavage en train de disparaître seraient un stimulant puissant pour la pensée pendant le cours de la libération. Une culture ouvrière a pour condition un mélange de ce qu'on nomme les intellectuels, entre parenthèses, non affreux, mais aujourd'hui ils n'en méritent pas un plus beau, fermez la parenthèse, avec les travailleurs. Il est difficile qu'un tel mélange soit réel, mais la situation actuelle y est favorable. Quantité de jeunes intellectuels ont été précipités dans l'esclavage, dans les usines et les champs d'Allemagne. D'autres se sont mélangés aux jeunes ouvriers dans les camps de compagnons. Mais les premiers surtout
ont eu une expérience qui compte. Beaucoup auront été détruits par elle, ou du moins trop affaiblis d'âme et de corps. Mais quelques-uns peut-être auront été vraiment instruits. Cette expérience si précieuse risque de se perdre à cause de la tentation presque irrésistible d'oublier l'humiliation et le malheur dès qu'on en sort. Dès maintenant, il faudrait approcher ceux de ces prisonniers qui sont revenus, les engager à continuer les contacts avec les travailleurs qu'ils avaient commencés sous la contrainte, à repenser pour eux leur expérience récente, en vue d'un rapprochement de la culture et du peuple, en vue d'une orientation nouvelle de la culture. Les organisations syndicales de résistance pourraient en ce moment être l'occasion de tels rapprochements. Mais d'une manière générale, s'il doit y avoir une vie de la pensée dans les syndicats ouvriers, ils devront avoir avec les intellectuels d'autres contacts que ceux consistant à les grouper dans la CGT en organisation professionnelle pour la défense de leurs propres gros sous. C'était de la dernière absurdité. La relation naturelle serait qu'un syndicat admette comme membre d'honneur, mais avec défense d'intervenir dans des délibérations sur l'action, des intellectuels qui se mettraient gratuitement à son service pour l'organisation de cours et de bibliothèques. Il serait hautement désirable que dans la génération qui, par sa jeunesse, a échappé au mélange avec les travailleurs dans la contrainte de la captivité, il surgisse un courant analogue à celui qui a agité les étudiants russes il y a 50 ans, mais avec des pensées plus claires, et que des étudiants aillent faire des stages volontaires et prolongés, comme ouvriers anonymement mélangés à la masse, dans les champs et les usines. En résumé, la suppression de la condition prolétarienne, qui est définie avant tout par le déracinement, se ramène à la tâche de constituer une production industrielle et une culture de l'esprit où les ouvriers soient et se sentent chez eux. Bien entendu, les ouvriers eux-mêmes auraient une large part dans une telle construction, mais par la nature des choses, cette part irait en croissant à mesure que s'accomplirait leur libération réelle. Elle est inévitablement au minimum tant que les ouvriers sont dans l'emprise du malheur. Ce problème de la construction d'une condition ouvrière réellement nouvelle est urgent et doit être examiné sans retard. Une orientation doit être décidée dès maintenant, car aussitôt la guerre finie, on construira, au sens littéral du mot. On construira des maisons et des bâtiments. Ce qu'on aura construit ne sera plus démoli, à moins d'une nouvelle guerre, et la vie s'y adaptera. Il serait paradoxal qu'on laissât s'assembler au hasard les pierres qui doivent décider, peut-être pour beaucoup de générations, de toute la vie sociale. Par conséquent, il faudra avoir d'avance une pensée nette concernant l'organisation des entreprises industrielles dans l'avenir prochain. Si par hasard on se dérobait à cette nécessité par crainte des divisions possibles, cela signifierait simplement que nous ne sommes pas qualifiés pour intervenir dans les destinées de la France. Il est donc urgent d'examiner un plan de réenracinement ouvrier, dont voici, en résumé, une esquisse possible. Les grandes usines seraient abolies. Une grande entreprise serait constituée par un atelier de montage relié à un grand nombre de petits ateliers, d'un ou de quelques ouvriers chacun, dispersés à travers la campagne. Ce seraient ces ouvriers, et non des spécialistes, qui iraient, à tour de rôle, par période, travailler à l'atelier central de montage, et ces périodes devraient constituer des fêtes. Le travail n'y serait que d'une demi-journée, le reste devant être consacré aux liens de camaraderie, à l'épanouissement d'un patriotisme d'entreprise, à des confréries techniques pour faire saisir à chaque ouvrier la fonction exacte des pièces qu'il produit et les difficultés surmontées par le travail des autres, à des conférences géographiques pour leur apprendre où vont les produits qu'ils aident à fabriquer, quels êtres humains en font usage, dans quelle espèce de milieu, de vie quotidienne, d'atmosphère humaine ces produits tiennent une place, et quelle place. À cela s'ajouterait de la culture générale. Une université ouvrière serait voisine de chaque atelier central de montage. Elle aurait des liens étroits avec la direction de l'entreprise, mais n'en serait pas la propriété. Les machines n'appartiendraient pas à l'entreprise. Elles appartiendraient aux minuscules ateliers dispersés partout, et ceux-ci, à leur tour, seraient soit individuellement, soit collectivement, la propriété des ouvriers. Chaque ouvrier posséderait en plus une maison et un peu de terre. Cette triple propriété, machine, maison et terre, lui serait conférée par un don de l'État au moment du mariage et à la condition qu'il ait accompli avec succès un essai technique difficile, accompagné d'une épreuve pour contrôler l'intelligence et la culture générale. Le choix de la machine devrait répondre, d'une part au goût et connaissance de l'ouvrier, d'autre part aux besoins très généraux de la production. Ce doit être évidemment le plus possible une machine automatique réglable et à usage multiple. Cette triple propriété ne pourrait être ni transmise par héritage,
ni vendu, ni aliéné d'aucune manière. La machine seule pourrait dans certains cas être échangée. Celui qui en jouit n'aurait que la faculté d'y renoncer purement et simplement. En ce cas, il devrait lui être rendu non pas impossible mais difficile d'en recevoir plus tard ailleurs l'équivalent. Quand un ouvrier meurt, cette propriété retourne à l'État, qui, bien entendu, le cas échéant, doit assurer un bien-être égal à la femme et aux enfants. Si la femme est capable d'exécuter le travail, elle conserve la propriété. Tous ces dons sont financés par des impôts, soit directs sur les profits des entreprises, soit indirects sur la vente des produits. Ils sont gérés par une administration où se trouvent des fonctionnaires, des patrons d'entreprise, des syndicalistes, des députés. Ce droit de propriété peut être retiré pour incapacité professionnelle par la sentence d'un tribunal. Ceci, bien entendu, suppose que des mesures pénales analogues soient prévues pour punir, le cas échéant, l'incapacité professionnelle d'un patron d'entreprise. Un ouvrier qui désirerait devenir patron d'un petit atelier devrait en obtenir l'autorisation d'un organisme professionnel chargé de l'accorder avec discernement et aurait alors des facilités pour l'achat de 2 ou 3 autres machines, non davantage. Un ouvrier incapable de passer l'essai resterait dans la condition de salarié. Mais il pourrait toute sa vie, sans limite d'âge, faire de nouvelles tentatives. Il pourrait à tout âge et à plusieurs reprises demander à faire un stage gratuit de quelques mois dans une école professionnelle. Ces salariés, par incapacité, travailleraient soit dans les petits ateliers non coopératifs, soit comme aide d'un ouvrier travaillant chez lui, soit comme manœuvre dans les ateliers de montage. Mais ils ne devraient être tolérés dans l'industrie qu'en petit nombre. La plupart devraient être poussés dans les besognes de manœuvres ou de gratte-papier indispensables au service public et au commerce. Jusqu'à l'âge de se marier et de s'établir chez lui pour la vie, c'est-à-dire selon les caractères, jusqu'à 22, 25, 30 ans, un jeune ouvrier serait regardé comme étant toujours en apprentissage. Dans l'enfance, l'école devrait laisser aux enfants assez de loisirs pour qu'ils puissent passer des heures et des heures à bricoler autour du travail de leur père. La demi-scolarité, quelques heures d'études, quelques heures de travail, devrait ensuite se prolonger longtemps. Ensuite, il faudrait un mode de vie très varié, voyage du mode Tour de France, séjour et travail tantôt chez des ouvriers travaillant individuellement, tantôt dans des petits ateliers, tantôt dans des ateliers de montage de différentes entreprises, tantôt dans des groupements de jeunesse du genre chantier ou compagnons, séjours qui, selon les goûts et les capacités, pourraient se répéter à plusieurs reprises et se prolonger durant des périodes variant de quelques semaines à 2 ans dans des collèges ouvriers. Ces séjours devraient d'ailleurs, à certaines conditions, être possibles à tout âge. Ils devraient être entièrement gratuits et n'entraîner aucune espèce d'avantage social. Quand le jeune ouvrier, rassasié et gorgé de variétés, songerait à se fixer, il serait mûr pour l'enracinement. Une femme, des enfants, une maison, un jardin lui fourniraient une partie de sa nourriture, un travail le liant à une entreprise qu'il aimerait, dont il serait fier, et qui serait pour lui une fenêtre ouverte sur le monde, c'est assez pour le bonheur terrestre d'un être humain. Bien entendu, une telle conception de la jeunesse ouvrière implique une refonte totale de la vie de caserne. Pour les salaires, il faudrait surtout éviter, d'abord bien entendu, qu'ils soient bas au point de jeter dans la misère. Mais ce ne serait guère à craindre dans de pareilles conditions. Puis qu'ils occupent l'esprit et empêchent l'attachement de l'ouvrier à l'entreprise. Les organismes corporatifs, d'arbitrage, etc. devraient être conçus uniquement à cet effet, fonctionner de manière que chaque ouvrier pense rarement aux questions d'argent. La possession de chef d'entreprise devrait, comme celle de médecin, être au nombre de celles que l'État, dans l'intérêt public, autorise à exercer seulement sous la condition de certaines garanties. Les garanties devraient avoir rapport non seulement à la capacité, mais à l'élévation morale. Les capitaux engagés seraient bien plus réduits que maintenant. Un système de crédit pourrait facilement permettre à un jeune homme pauvre, qui a la capacité et la vocation d'être chef d'entreprise, de le devenir. L'entreprise pourrait ainsi redevenir individuelle. Quant aux sociétés anonymes, il n'y aurait peut-être pas d'inconvénient, en ménageant un système de transition, à les abolir et à les déclarer interdites. Bien entendu, la variété des entreprises exigerait l'étude de modalités très variées. Le plan esquissé ici ne peut apparaître que comme terme de longs efforts, au nombre desquels des efforts d'invention technique seraient indispensables. En tout cas, un tel mode de vie social ne serait ni capitaliste, ni socialiste. Il abolirait la condition prolétarienne, au lieu que ce qu'on nomme socialisme a tendance, en fait, à y précipiter tous les hommes. Il aurait pour orientation, non pas selon la formule qui tend aujourd'hui à devenir à la mode, l'intérêt du consommateur,
Cet intérêt ne peut être que grossièrement matériel, mais la dignité de l'homme dans le travail, ce qui est une valeur spirituelle. L'inconvénient d'une telle conception sociale, c'est qu'elle n'a aucune chance de sortir du domaine des mots sans un certain nombre d'hommes libres qui auraient au fond du cœur une volonté brûlante et inébranlable de l'en faire sortir. Il n'est pas sûr qu'il puisse être trouvé ou suscité. Pourtant, hors de là, il semble bien qu'il n'y a de choix qu'entre des formes différentes et presque également atroces de malheur. Bien qu'une telle conception soit d'une réalisation longue, la reconstruction d'après-guerre devrait avoir immédiatement pour règle la dispersion du travail industriel. But what is the tempo? Okay, let's start. 1, 2, 3.